Fouiller la tête sous l'eau. L'archéologie est une discipline complexe qui mêle de nombreuses techniques d'investigation comme de spécialistes. Voici un aperçu de ce qu'est l'archéologie subaquatique et sous-marine. Fouiller la tête sous l'eau. Pourquoi? Comment? Y aurait-il des recherches archéologiques à Nice? Pourquoi? Alors qu'il s'agit d'un environnement invisible, les eaux du globe dissimulent encore aujourd'hui les vestiges de notre passé plus ou moins récent que seules les recherches archéologiques sous-marines permettent de comprendre, de présenter et de préserver. Comment? Alors que la particularité de l'archéologie sous-marine est bel et bien son milieu d'investigation sous les eaux. Bien que les objectifs de recherche comme le déroulé scientifique sont les mêmes que pour les recherches en milieu terrestre, les outils, protocoles et compétences des archéologues ont dû s'adapter à cet environnement particulier. Pour autant, cette méthode d'investigation n'en est pas moins plus ou moins scientifique que les recherches en milieu terrestre. Quant à l'existence de recherches en contexte immergé à Nice, oui, il y en a. Revenons sur le pourquoi de mener des recherches en archéologie sous-marine. Le patrimoine culturel subaquatique et sous-marin livre un témoignage direct de l'histoire des civilisations antérieures. L'histoire avec un grand H. S'entend par là l'histoire des techniques. Quelle prouesse que de naviguer sans sombrer et pouvoir transporter des hommes, des vivres, des matériaux et plus encore. L'histoire politico-économique, puisqu'il s'agit aussi de contacts entre les peuples et leurs intérêts politiques et commerciaux qui en découlent. L'histoire des conflits. De nombreuses batailles navales ont eu lieu par le passé et ont entraîné nombre de civilisations à développer un arsenal et une ingénierie militaire distinctes des conflits terrestres, et j'en passe encore. Cependant, les épaves et sites sous-marins étant de plus en plus accessibles aux plongeurs sportifs, pêcheurs et surtout aux curieux mal intentionnés, il est apparu urgent de protéger ce patrimoine englouti. Avec un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés de côte, la France, après les États-Unis, possède le plus grand domaine public maritime mondial. La France a très tôt développé une ligne de conduite vis-à-vis de son patrimoine, tant bâti, terrestre et visible qu'immergé. En 1966, sous l'impulsion d'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, est créée la Direction des recherches archéologiques sous-marines, basée à Marseille, avec pour mission d'étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique immergé de tous les littoraux français. En 1996, ce service devient le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASM, après avoir intégré le Centre national de la recherche archéologique subaquatique, initialement basé à Annecy, qui gérait les eaux douces. Ce service a désormais pour mission d'inventorier, d'étudier et de protéger le patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin, en même temps qu'il veille au suivi scientifique des recherches et découvertes, de la mise en œuvre de la loi sur les biens culturels maritimes et de la diffusion des connaissances. De plus, la France a, en 2011, ratifié la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de l'UNESCO, qui vise à aider les États parties à mieux protéger leur patrimoine culturel immergé par le biais d'un cadre juridique international. L'objectif est clairement de lutter ensemble contre l'augmentation des pillages, la destruction et l'exploitation commerciale de ce patrimoine invisible. Notons que sur les 3 millions d'épaves recensées dans le monde selon l'UNESCO, la France en compte 150 à 200 000. Nous avons donc un patrimoine immergé riche qu'il est nécessaire de préserver dans de bonnes conditions, d'étudier et de valoriser. Mais comment réalise-t-on des fouilles archéologiques en milieu immergé? Précisons que ce milieu regroupe tout ce qui a trait au milieu eau, c'est-à-dire les étangs, lacs, fleuves, rivières, mers, océans, avec cette différenciation entre le milieu salé et le milieu non salé par les termes sous-marins et subaquatiques. De plus, les découvertes faites en milieu immergé peuvent aussi l'être en milieu terrestre, et inversement. À titre d'exemple, le port de Marseille, au centre bourse, est aujourd'hui totalement hors d'eau, tout comme les quelques épaves grecques qui y étaient naufragées. A contrario, la grotte Cosquer, toujours à Marseille, est aujourd'hui pour partie submergée, son entrée se trouvant à moins 37 mètres. Revenons aux outils. Ils sont quasiment les mêmes que pour les recherches en milieu terrestre, sinon qu'ils sont adaptés au milieu eau, mais surtout, pour ce qui nous concerne à Nice, au milieu eau-salée. Cet environnement conditionne la qualité de l'outil comme le process d'entretien des équipements. Lors de la fouille, nous employons volontiers une motopompe qui peut aussi être utilisée sur des chantiers archéologiques terrestres pour évacuer l'eau remontée par capillarité, sinon résultat de trop fortes pluies,
prisonnière des structures mises au jour, comme vous pouvez ici l'observer sur le chantier du tramway ligne 2. Sur un chantier en contexte immergé, la motopompe est un outil privilégié qui facilite l'extraction des sédiments par l'archéologue. Elle se comporte comme un aspirateur. Malgré tout, truelles, triangles, rasettes sont des accessoires complémentaires nécessaires au dégagement des sédiments, à la réalisation des coupes stratigraphiques, etc. En plus de la fouille, il faut enregistrer continuellement nos observations. Alors que sur un chantier archéologique terrestre, fiches d'enregistrement, classeurs et journal de fouille sont facilement accessibles, en contexte immergé, il faut noter, puis recopier. Pour ce faire, sous l'eau, planches PVC avec crayon gras sont indispensables. Il en va de même pour les relevés, qu'il s'agisse de relevés en plan ou de relevés en coupe. Ils sont autant précis que sur une opération archéologique terrestre, mais enregistrés différemment. Alors que l'archéologue reproduit généralement au 1/20 ce qu'il observe sur une feuille de papier calque millimétré, l'archéologue plongeur enregistre les données sous forme de tableau. Il note la distance et le cap à partir d'un point zéro géoréférencé. Ces données sont ensuite retranscrites sous forme de tableur pour que des coordonnées, longitude, latitude, profondeur, puissent être déduites de ces mesures. Il est ainsi possible de repositionner des objets ou retranscrire un relevé en plan ou en comme vous pouvez l'observer ici pour le relevé d'une coupe issue des recherches en baie des Anges l'année dernière, ou ici pour le positionnement des points de découverte. Ici, chaque point représente une anomalie, c'est-à-dire un objet. La documentation passe aussi par les photographies. Comme sur Terre, il est possible de capturer des images avec les mêmes outils équipés de caissons hyperbares, c'est-à-dire qu'ils sont capables de résister à la pression. Ces images sont souvent bleutées, sinon verdâtres. Cela est dû à la profondeur et la perte des couleurs qui en découlent. Par conséquent, elles sont presque systématiquement travaillées en post-fouille via un logiciel de traitement des images. Pour les structures plus complexes, la photogrammétrie est préférée au relevé traditionnel. Une fois le site propre, même si tout est relatif en milieu immergé à cause des particules en suspension et la présence des poissons friands de nombreux micro-organismes que nous soulevons à force de passage, des repères sont placés autour du gisement. Il s'agit de mires dont les proportions sont connues. Elles sont orientées au nord et placées de niveau grâce à un niveau à bulles. Une fois cette installation faite, plusieurs allers-retours sont effectués à une profondeur constante, même si rien n'est imposé, pour effectuer quantité de clichés photographiques. Ces clichés doivent se superposer pour pouvoir être ensuite assemblés via un logiciel informatique. Grâce aux mires qui serviront de repères, de mise à l'échelle et d'orientation, au recollement des images les unes aux autres, le site se recompose de façon dématérialisée. À partir de ce modèle 3D, relevés, mesures et réflexions sont possibles. Il est un dernier outil particulièrement intéressant pour poursuivre nos recherches sur le passé maritime de Nice et explorer les profondeurs de la baie des Anges. Nous avions mis l'accent dès 2013 avec les recherches portées sur la jetée Saint-Lambert de l'existence de failles et de mini-canyons en baie des Anges. Un relevé bathymétrique opéré durant l'hiver 2016-2017 nous en a apporté la confirmation, réduisant toutefois l'emprise de ces failles au seul quartier des Planchettes, entre le Paillon et le rocher de Robacapeux. Or, la plongée sous-marine dans un cadre professionnel, comme dans un cadre sportif loisir, est soumise à des règles. Chaque opération archéologique est soumise à une autorisation du DRASM, qui fait suite au dépôt d'un dossier de demande d'opération archéologique, motivé par une problématique de recherche et cadré par des objectifs scientifiques. Pour ce qui nous concerne à Nice, nous avons entrepris des recherches en baie des Anges et cherchons à reconstituer le paysage sous-marin et son évolution au cours du temps, afin, peut-être, de mettre le doigt sur de possibles installations portuaires en face du quartier de la Marine, le quartier des Planchettes. La plongée étant limitée en termes de profondeur, le service s'est dernièrement doté d'un robot d'investigation sous-marine, un ROV, afin non seulement de filmer les plongeurs archéologues en train de travailler, mais aussi et surtout pour aller au-delà de ce que nous sommes humainement autorisés à faire. Le Blue ROV 2, baptisé Sparkle, peut être immergé jusqu'à 150 mètres de profondeur. L'ombilic, le câble jaune qui le relie à la surface, assure la transmission en temps réel des images, tandis que la balise GPS renseigne continuellement sa position. Seuls des tests en piscine ont pu être effectués, mais nous espérons très prochainement pouvoir le déployer sur nos opérations. Enfin, il est bien évidemment question des compétences techniques des archéologues plongeurs.
Il s'agit de professionnels de la plongée, détenteurs d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Chacun des intervenants est soumis à un suivi médical poussé, répété chaque année par un médecin hyperbare. La liste des intervenants est soumise à l'aval du DRASM, et ce, quel que soit le type d'opération archéologique subaquatique et sous-marine, une fouille ou une prospection. Qu'en est-il des recherches archéologiques à Nice? Après la création du service d'archéologie de la ville de Nice en 2009 suite aux travaux de la ligne 1 du tramway, permis par la volonté de la municipalité d'œuvrer aussi bien sur terre que sous les eaux, mais aussi et surtout via l'arrivée d'un archéologue plongeur, entre autres compétences, dans l'équipe en 2011, le service se dote d'une cellule de recherche en archéologie sous-marine, à ce jour seul service d'archéologie de collectivité territoriale à avoir cette compétence du point de vue national. Des recherches ont d'abord eu lieu sur le littoral niçois et récemment sur le littoral métropolitain. Depuis 2015, le service est devenu le service d'archéologie Nice-Côte d'Azur, c'est-à-dire un service à compétence métropolitaine. La métropole compte désormais 8 communes littorales, soit un domaine public maritime 4 fois supérieur au seul littoral niçois. Les premières recherches se sont portées sur la jetée Saint-Lambert, dont voici l'emprise, première tentative d'aménagement portuaire voulue par les ducs de Savoie. Entre identification de blocs pour pouvoir réaliser un relevé pierre à pierre et prélèvement de roches afin d'identifier la matière première, une enquête sur 3 ans a permis d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Nice et de sa façade maritime dans le courant du XVIe siècle. Après quoi, nous nous sommes intéressés aux vestiges du premier palais de la Jetée-Promenade, dont vous voyez ici un cliché datant de 1883 lors des régates, une grande manifestation populaire qui se déroulait à Nice. Toute la promenade du palais de la Jetée s'est alors transformée en poste d'observation et les premières images de l'édifice ont ainsi été immortalisées. Cet établissement a toutefois à peine vécu puisqu'un incendie l'a détruit peu de temps après. À droite, vous pouvez observer ce qu'il reste aujourd'hui des vestiges du premier palais et le mobilier figé dans cette gangue carbonisée. Ces recherches ont donné lieu à une exposition temporaire et à la publication d'un catalogue d'expositions que vous pouvez retrouver au musée archéologique de Signes. Notre opération archéologique touche plus largement la baie des Anges, puisque depuis 2017, nous prospectons cette façade littorale, principalement du côté des Planchettes. Sur l'image d'en haut, notez que chaque cercle représente une plongée de prospection. Le long de cette façade littorale, nous observons les témoins matériels d'un passé plus ou moins récent. En haut, vous observez une amphore du 1er siècle, alors qu'en bas, il s'agit d'une bombe américaine de 1944. S'ajoutent à cela des recherches sur le paléo-environnement, autrement dit, nous cherchons à reconstituer le paysage sous-marin tel qu'il a pu être et de comprendre les raisons de ces transformations, des événements climatiques ou l'impact anthropique. Ces recherches sont toujours en cours. Enfin, une opération archéologique à Villefranche-sur-Mer s'est déroulée en 2018. Il s'agissait de faire un état des lieux d'une épave moderne, Villefranche 4, dont voici 3 relevés issus de la photogrammétrie. Le premier lors de la première plongée, le suivant une fois les bois nettoyés, et le troisième une fois le site mis en sécurité. Différencier l'archéologie subaquatique et sous-marine de l'archéologie terrestre n'a quasiment aucun sens du point de vue de la recherche, dans la mesure où seuls les moyens et méthodes changent. Les objectifs scientifiques sont les mêmes. L'archéologie a cela d'intéressant qu'elle est une discipline complexe et connexe. Elle se base sur les découvertes, c'est-à-dire sur les faits archéologiques, en n'oubliant pas l'apport des autres sciences. Elle est en constant progrès, en même temps qu'elle offre une lecture raisonnée de l'histoire de notre temps. Fouiller la tête sous l'eau nécessite donc une compétence à part, même si les progrès technologiques vont bientôt permettre à tout scientifique d'intervenir sans plus être plongeur certifié. Une aubaine, puisque les sites immergés sont souvent dans des états de conservation incroyables, du fait du caractère anaérobique du milieu, absence de lumière et d'oxygène. Pourtant, de mauvaises pratiques, avec des ancrages à proximité des sites, des pêches à grande profondeur et l'attrait de la belle pièce, en font des sites de plus en plus menacés.